Merci beaucoup d'être présentes et présents, nombreux, sur place et aussi à distance, pour cette soirée qu'on a sobrement intitulée « Comment faire revivre l'intérêt général ?» et qui est le premier des temps forts de notre printemps des services publics dont je vous redirai un mot. Je m'appelle Arnaud Bontemps, je vais animer cette soirée. Je suis fonctionnaire dans une institution publique qui contrôle le bon usage de l'argent public. Et en ça, mon métier concourt à l'intérêt général. Je suis aussi fondateur et coporte-parole du collectif Nos Services Publics, qui est une association privée qui fonctionne avec de l'énergie bénévole, militante et qui est financée sur des fonds privés, qui produit des rapports souvent critiques du service public, parce qu'on y croit au service public. Et en ça, je défends aussi l'intérêt général. Je pourrais aussi vous parler de cette coopérative dans laquelle je suis engagé, à 20 médecins, infirmiers, infirmières, médiatrices en santé, accueillantes, dans un centre de santé à Saint-Denis. Une coopérative, c'est une société commerciale, en l'occurrence financée sur des fonds publics, et qui aussi, je crois, est une autre forme de défense ou de protection de l'intérêt général. On pourrait multiplier les exemples qui tous montreraient que l'intérêt général déborde du secteur public, déborde des organisations à but non lucratif et qu'à l'inverse, le statut n'est en rien une garantie de préservation de l'intérêt général. Les LBD à Sainte-Soline, c'est public. Betaram, c'est associatif, c'est à but non lucratif. Malgré tout, nous réunissons aujourd'hui, dans cette pièce, des mutuelles, des associations, des coopératives, des syndicats d'agents publics et de salariés du secteur privé sur un présupposé. Dans notre diversité, nous avons un projet en commun et il nous faut faire plus et mieux pour le défendre. Ce projet commun, d'abord, disons-en un mot, il trouve sa source dans nos modes d'organisation, qui sont certes très divers entre l'ensemble des institutions que j'ai citées, mais qui partagent un principe. Nous n'avons pas réparti le pouvoir selon le nombre d'actions, selon le capital possédé par les différentes personnes en leur sein, mais il y a des bases qui ont été établies sur des bases qui se veulent démocratiques. Mais au-delà du mode d'organisation, nous cherchons à aller plus loin. Au-delà d'un simple mode d'organisation, on porte un projet pour la société de transformation, des manières de produire, d'agir, de faire ensemble. Et c'est là que commence la complexité de notre discussion de ce soir. Parce que tout d'abord, si on partage effectivement un projet commun, force est de constater que ce n'est pas celui qui, aujourd'hui, a le vent en poupe du côté des décideurs dans notre société. On se bat plutôt contre vent et marée, et ces attaques ont des noms, austérité, déremboursement, inégalité, dématérialisation. On les connaît bien sûr en France. On sait que l'offensive est beaucoup plus large. À ce titre, la violence du début du deuxième mandat de Donald Trump est dans toutes les têtes. Elle n'est ni passagère ni isolée. Et c'est une première série de questions qu'on va se poser ensemble sur le diagnostic. Ensuite, il y a nous-mêmes. Et s'il y a beaucoup d'égards, nous semblons reculer, c'est probablement que nous ne faisons pas assez ou pas assez bien pour reprendre du terrain. Nos propres organisations, par ailleurs, ne sont pas exemptes de contradictions. Elles portent toutes des failles, des incohérences qui fragilisent ce projet, des failles dans lesquelles probablement s'engouffrent les reculs dont on a parlé à l'instant. C'est une deuxième série de questions qu'on va se poser. Comment faire mieux ? Et puis enfin, on aurait presque pu commencer par là. On présuppose un projet commun, mais est-ce qu'il existe ? Si oui, est-ce qu'on peut le définir ? Est-ce qu'on peut le nommer ? Qu'est-ce qui nous rapproche ? Quels sont les principes clés qui font qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette salle ? Est-ce que ce projet s'appelle service public ? Si oui, à quelles conditions ? C'est une troisième série de questions qu'on pourrait se poser sur notre projet. Évidemment, toutes ces séries de questions sont liées entre elles. Elles font écho à des situations parfois complexes. Peut-être essayer de tenter de les résumer en une question. Dans une société de plus en plus clivée, qu'est-ce qui constitue aujourd'hui là où les lignes de fracture autour desquelles construire et défendre un projet commun ? Je vous rassure, ou peut-être je vais vous décevoir, nous ne répondrons pas à cette question à la fin de la soirée. En revanche, on peut essayer de sortir de cette soirée avec des questions, plus riches, peut-être plus partagées que nous sommes entrés dans cette pièce. Pour cela, notre soirée se déroulera en 3 temps.
La discussion sera d'abord introduite par quatre cartes blanches qui sont à ma droite, qui vont nous présenter un début de diagnostic, notamment sur les attaques dont nous subissons. Donc, je vous les présenterai peut-être une par une. Au moment des cartes blanches, elles vont nous aider à dépasser des lieux communs que peut-être seraient trop faciles ou inexacts et qui nous empêchent d'être lucides sur nous-mêmes. Ça va peut-être piquer, ça va peut-être gratter, et c'est pour ça qu'on les a appelées cartes blanches, et je les remercie pour nous y aider. Elles ont pour objectif de toutes dépasser un lieu commun et nous poser une question qui va alimenter la discussion. Le deuxième temps de la soirée, ce sera une table ronde, des personnes en responsabilité au sein d'organisations, de fédérations d'organisations, une grande diversité d'acteurs, et dans cette table ronde, on va essayer là aussi de dépasser des lieux communs, peut-être dépasser ce qu'on aurait entendu d'habitude dans ce genre de table ronde, ou des grandes intentions et des discours très positifs sur notre action collective dans le sens de l'intérêt général. C'est important de le dire, j'imagine que ça reviendra, mais on a une conviction que c'est que ça ne serait pas suffisant, non pas que ce soit inutile, mais qu'on a aussi besoin d'entendre la reconnaissance de nos propres limites pour progresser. Si on ne trouve pas d'autres de limites, c'est probablement qu'on n'en est pas conscient. C'est pas pour s'auto-flageller, c'est pour les dépasser. Et donc ensuite, on ouvrira la discussion avec la salle, de nouveau potentiellement avec nos cartes blanches, avec vous toutes et tous qui êtes là, présents aujourd'hui. Et on se garde un vrai temps de discussion à la fin. Peut-être à la fin, point. Un dernier mot, avant de laisser la parole à nos cartes blanches. Ce temps fort de ce soir est le premier d'une série d'une quarantaine d'événements partout en France, entre avril et juin, dans le cadre de ce festival qu'on appelle le Printemps des services publics. On s'est réunis avec des dizaines d'ONG, de syndicats, d'associations depuis plusieurs mois pour essayer partout en France de faire vivre autour des services publics des moments de mobilisation, aussi des moments de fête, parce qu'on a une conviction commune, c'est que les services publics sont un élément central dans notre société, dans un projet de société alternatif. Et on part d'un constat que ces services publics sont très souvent attaqués par l'attrition de leurs moyens, et qu'on a envie de redonner toute sa place, tout son sens à l'impôt, à la contribution commune, à la cotisation sociale dans notre société, avec un mot d'ordre, les services publics, ça vaut le coup, COUT. Merci donc d'être là, je m'arrête, je le redirai en conclusion, mais je me permets d'ores et déjà de remercier l'ensemble des intervenants, mais aussi toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cet événement, qui vous ont accueillis, qui sont cachés aux platines et à la sono. Donc merci encore à toutes et à tous, en espérant que ces échanges ne soient qu'un début, et très bonne soirée. Et donc je vais commencer par laisser la parole à Nora Zonton, qui est coprésidente de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis pour la première carte blanche. Merci Arnaud. Bonsoir, mesdames, messieurs. Tout d'abord, merci pour l'invitation et pour l'opportunité qui nous a été offerte de pouvoir contribuer aujourd'hui en tant que centres sociaux à l'initiative précieuse du collectif Nos services publics. Quelques chiffres. En France, ce sont 4000 structures d'animation de la vie sociale qui accompagnent chaque jour 7,5 millions de personnes. Sur le département de la Seine-Saint-Denis, ce sont 96 centres sociaux et espaces de vie sociale qui soutiennent 250 000 personnes. Ces lieux, qui sont pour les quartiers des équipements de proximité, sont, comment dirais-je, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ces lieux incarnent, je dirais, une mission fondamentale, celui de l'inclusion sociale, de renforcer la solidarité locale, de créer du lien, de lutter contre les inégalités, d'accompagner les initiatives des habitants, tout en favorisant un accueil inconditionnel.
Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de m'adresser comme ça auprès d'un grand nombre. Merci. Néanmoins, aujourd'hui, ces lieux de proximité et de mixité où culture, âge et conditions sociales se rencontrent, se trouvent dans des situations avec des bouleversements. C'est-à-dire que nous observons en effet depuis un petit moment un constat préoccupant qui est celui du retrait progressif des services publics dans nombre de territoires, avec des guichets physiques de moins en moins présents, des démarches dématérialisées plus fréquentes, des budgets qui stagnent ou qui diminuent pour nos centres sociaux. Donc cette pression sur nos structures ne cesse d'augmenter. Prenons un exemple. En Seine-Saint-Denis, certains centres ont recensé une augmentation de plus de 50% de démarches d'accès au droit entre 2022 et 2023. Des démarches vitales comme l'accompagnement pour le renouvellement des titres de séjour, les allocations familiales, l'accès à la santé, mais également l'accès au logement et à la retraite. Ces besoins sont d'autant plus criants sur un département où le taux de pauvreté est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Cette pression constante, croissante, a quand même des conséquences profondes. Tout d'abord, sur notre mission initiale qui est d'accompagner les initiatives collectives d'habitants, qui est remplacée par, je dirais, un travail social individuel intensif, mais également sur nos équipes qui sont en sous-effectif et qui génèrent une surcharge mentale considérable. Un deuxième enjeu majeur que nous rencontrons également, je dirais, c'est l'orientation actuelle des budgets publics sur les actions linguistiques. Ces budgets sont principalement orientés vers les primo-arrivants étrangers, signataires d'un contrat d'intégration républicain, avec un focus sur l'intégration professionnelle. Quoi dire de plus que ce fléchage, en tout cas, ne correspond pas du tout aux réalités de terrain, ne répond pas aux besoins des populations et certainement pas aux valeurs fondamentales des centres sociaux et socioculturels qui sont l'accueil inconditionnel et une inclusion sans distinction. En effet, apprendre le français dépasse largement ce cadre. C'est-à-dire, cela concerne toutes les personnes, de tout âge, les personnes présentes sur le territoire depuis bien plus de 5 ans, avec parfois certaines personnes en situation d'irrégularité. Et ce, non seulement pour travailler, mais également pour avoir accès à leurs droits, pour s'investir dans la vie locale, et notamment pour accompagner leurs enfants dans leur scolarité. Donc cette inadéquation, je dirais, entre les financements et les actions dans nos structures font qu'on se retrouve dans une situation un peu complexe. Je conclurai en disant que c'est aujourd'hui et maintenant, ensemble, acteurs locaux, habitants, professionnels, associations, que nous devons redevenir un levier de transformation sociale et non pas un outil de réparation sociale. Et donc pour cela, il est crucial que nous puissions compter sur des services publics solides et un maillage territorial renforcé. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Nora pour cette première carte blanche donc sur les désorientations. On passe une deuxième carte blanche sur le définancement et je laisse la parole à Marie Plat qui est co-porte-parole du collectif Nos Services Publics.
Ah oui, ça marche. Ah, excellent. Bonsoir. Donc moi, je vais vous parler de définancement, je vais vous parler d'argent. Je pense qu'a priori, le constat fait consensus ici. Les services publics et le secteur privé non lucratif pâtissent d'un manque de moyens considérable. On assiste en effet, depuis plusieurs décennies, à des formes variées de définancement des services publics. Au cours des années 80 et surtout 90, des pans entiers de l'action publique ont été confiés au secteur privé, en particulier les secteurs pouvant dégager une rentabilité propre. Ces privatisations ont privé la puissance publique de moyens d'action, par exemple sur sa politique énergétique, mais également de recettes. La puissance publique a ensuite progressivement inscrit des règles ligotant ses propres capacités d'action. La limitation du déficit public à 3% du PIB en 1982, avec pour objectif de réduire la dette, s'est ainsi imposée à toute l'Europe au début des années 90. En 2001, la France a inscrit des normes budgétaires dans sa loi organique relative aux lois de finances qui, dans les faits, entravent l'action publique. Et enfin, l'attrition des recettes publiques prend aussi la forme pure et simple de suppression ou de réduction d'impôts. Depuis 2018, le gouvernement a ainsi privé la puissance publique de 62 milliards d'euros par an. Ce définancement a, vous le savez, des conséquences très concrètes. Face à des besoins croissants, les services publics craquent. 80 000 lits d'hôpitaux ont ainsi été fermés entre 2003 et 2019. Les conditions de travail y deviennent intenables et entraînent des départs et des démissions, et donc des services vidés. Le phénomène est tellement massif qu'aujourd'hui, 98% des hôpitaux rapportent reconnaître des tensions sur le recrutement dans au moins une spécialité médicale. En miroir de ce délitement, une offre privée croît, parfois à but lucratif, parfois sans, subventionnée ou solvabilisée par de l'argent public. Écoles privées sous contrat, cliniques privées, enseignement supérieur privé, etc. Avec pour conséquence une société de plus en plus fracturée entre celles et ceux qui peuvent se permettre de recourir à une offre privée et des services publics pour celles et ceux qui n'en ont pas le choix. Déjà, dans le définancement, des intérêts divergents se font jour. Lorsque la prise en charge par la sécurité sociale diminue, comme ça a été le cas dans le budget 2025, les complémentaires santé prennent le relais. Parfois, le recul des services publics et des droits collectifs ouvre des perspectives de développement pour les acteurs du privé non lucratif. Ça m'interroge. Est-ce que la défense des intérêts de nos structures ne nous éloigne pas parfois de combats qui devraient être communs? Si on tire le fil encore un peu plus loin, si on avait soudainement beaucoup plus d'argent, est-ce que tout irait mieux? Moi, j'en suis pas certaine. L'austérité, ça a également été un terrain d'innovation pour de nouvelles manières d'allouer l'argent public, et les appels à projets en sont un excellent exemple. Que ce soit au sein des services publics ou pour le secteur privé, ces appels à projets ont de nombreux effets pervers. Y répondre prend beaucoup de temps, nécessite parfois un emploi dédié que seules les plus grosses structures peuvent se permettre. Comme le format de présentation est important, qu'avoir déjà un financement par ailleurs est souvent demandé, on se retrouve avec un système où ce sont toujours les mêmes qui gagnent. Par ailleurs, la puissance publique lance des appels à projets aux conditions intenables ou contraires à certains principes fondamentaux. Dans le secteur de l'hébergement d'urgence, la segmentation entre l'hébergement des demandeurs d'asile et l'hébergement dit généraliste, c'est-à-dire pour tous les autres, est de plus en plus marquée, avec des exigences renforcées de tri des populations, des financements plus faibles pour les demandeurs d'asile que pour les dispositifs généralistes, conduisant les associations qui gèrent ces structures à diminuer l'accompagnement social. On peut se dire que c'est irresponsable de la part de la puissance publique d'opérer ainsi, et on aurait raison. On peut aussi se demander la part de responsabilité des structures qui répondent à ces appels à projets et acceptent, de fait, de rendre un service dégradé. Allons encore un petit cran au-delà. Si nous sommes probablement tous d'accord pour regretter la faiblesse des moyens dont nous disposons, est-ce que l'on partage les moyens pour y remédier? Si l'assèchement des finances publiques est la cause, sommes-nous prêts à défendre collectivement l'impôt et plus d'impôts et plus de cotisations sociales? Cette question fait écho à une autre. On sait que face à la diminution des financements publics, le mécénat et la philanthropie sont aujourd'hui défiscalisés et des leviers de financement considérables pour les organismes à but non lucratif. Or, ce mécanisme permet aux riches de décider de financer ce qui leur plaît au détriment aux frais du contribuable. Serions-nous prêts, collectivement,
à supprimer ces exonérations, à les remplacer par l'impôt pour qu'ils soient attribués de manière démocratique en fonction de priorités collectives. Et dans le fond, je me demande, et ce sera ma dernière question, services publics, associations et entreprises de l'ESS, au-delà de déplorer l'austérité, a-t-on vraiment les mêmes intérêts en termes de fiscalité et d'allocation des ressources ? Est-ce que dans ces fissures entre nos intérêts, ne se niche pas une bonne partie de nos reculs collectifs ? Merci beaucoup Marie. Je vais laisser la parole à Maude Simonet, qui est donc directrice de recherche au CNRS en sociologie, pour une troisième carte blanche qui va nous parler du travail. Merci. Alors, il y a quelques mois, des associations sont montées au créneau pour dénoncer la suppression des financements des services civiques. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ça rappelait un peu les mobilisations associatives il y a quelques années, en 2017 notamment, au moment de la suppression des emplois aidés. Sauf que le service civique, ce n'est pas de l'emploi. On est en dehors du droit du travail, il n'y a pas de cotisation chômage, par exemple, même quand vous êtes service civique à France Travail. Ah oui, parce que ce statut d'engagement, construit par et pour le monde associatif, il a ensuite été déployé dans les services publics. François Hollande, qui voulait universaliser cet engagement citoyen et avait compris que le monde associatif ne pourrait pas l'absorber complètement, avait réuni ses ministres et leur avait dit « Donnez-moi des missions pour les services civiques dans vos secteurs ». Alors bien sûr, ces missions, elles ne devaient pas se substituer au travail des fonctionnaires, bien sûr. Mais en vrai, ce qu'on a observé avec mes collègues Sophie Rétif, Florencia Daden et Francis Lebon, avec qui nous avons conduit une enquête sur le déploiement et l'usage des services civiques dans les services publics, et notamment sur 3 services publics, l'école, l'hôpital et Pôle emploi, donc à l'époque, c'est que malgré toutes les bonnes intentions, toutes les conditions structurelles étaient réunies pour que la substitution s'opère. Je vous en cite 3. D'abord, l'état de manque de ressources et de personnel criant des services publics, qui faisait que les tâches glissaient des fonctionnaires au service civique. Ensuite, cette économie de la promesse et du tremplin qui gouverne de plus en plus, notamment pour les jeunes, le fonctionnement du marché du travail aujourd'hui, et dans laquelle, finalement, volontariat, stages non rémunérés, bénévolat constituent ce que les sociologues appellent du hope labor, ce travail gratuit qu'on fait aujourd'hui dans l'espoir de décrocher demain le boulot de ses rêves. Et puis, tout ce flou autour de ce statut hors emploi, qu'est le service civique, mais qui succède pourtant à 30 ans de dispositifs d'emploi aidé dans les services publics, en leur ressemblant beaucoup, ce qui fait que nous, sur le terrain, les fonctionnaires qu'on rencontrait, ils passaient leur temps à appeler ça les emplois civiques, à tort, mais aussi à raison en réalité. Donc pas de substitution et pourtant, mon service civique, il fait tourner mon école, nous dira une directrice d'école. 2 services civiques, ça me fait une aide-soignante, nous dira un cadre hospitalier. À Pôle emploi, les services civiques qui sont présents et présentes dans toutes les agences auprès des bornes sont tellement indispensables au fonctionnement de l'institution que quand ils et elles sont absentes, on demande aux conseillères de les remplacer. Alors j'ai pris l'exemple du service civique, mais j'aurais pu prendre celui du bénévolat aussi. We have something corporations don't have, free labor. Nous avons quelque chose que les entreprises n'ont pas, du travail gratuit. Voilà ce que nous dira à mon collègue John Krinsky et à moi, un haut fonctionnaire de la ville de New York, fier de nous raconter que le département des parcs de la ville avait gagné un audit contre le secteur privé pour garder l'entretien des parcs. Le service public d'entretien des parcs de la ville de New York n'a donc pas été privatisé grâce à la gratuitisation de son travail qui s'est opéré par les 2 bouts de la hiérarchie sociale, des bonnes voisines, des classes moyennes qui construisaient des associations pour descendre nettoyer le parc en bas de chez elles, et puis des femmes racisées, des classes populaires qu'on envoyait racheter leur citoyenneté en travaillant 20 à 30 heures par semaine dans les services publics pour continuer à toucher leur allocation. Alors pendant longtemps, cet exemple des parcs new-yorkais, il semblait un peu exotique quand je l'évoquais. Mais depuis la loi plein emploi, et notamment la contrepartie en heures de travail qu'elle impose aux allocataires du RSA, je pense qu'il résonne un petit peu autrement à nos oreilles. Alors voilà, service civique, bénévolat prennent de plus en plus de place dans nos services publics sans que ces pratiques issues du monde associatif ne soient pleinement pensées comme du travail. Notamment parce que pendant longtemps, la question du travail a été déniée dans le monde associatif qui ne se pensait et d'ailleurs n'était étudiée
que comme un monde de l'engagement, un monde de la citoyenneté. Même le salariat associatif a longtemps été invisibilisé derrière l'engagement, comme l'a bien montré mon collègue Mathieu Elie, et ça laisse des traces en termes de conditions matérielles d'existence, par exemple, avec des salaires inférieurs au privé et des statuts plus précaires que dans le public, mais aussi une difficulté à se mobiliser, à se syndiquer, à faire grève, à construire du conflit pour ne pas nuire à la cause. Je ne parlerai pas ici des conditions d'existence et de mobilisation des stagiaires, des volontaires, des bénévoles. Le monde associatif ne se doit-il pas de repenser son rapport au travail, à la matérialité du travail, au risque, sinon, de poursuivre sa participation, même malgré lui, à la néolibéralisation des conditions de travail et d'emploi dans les services publics et sur le marché du travail. À l'inverse, on sait bien que les services publics sont attaqués dans leurs conditions d'exercice, mais sans toujours penser à quel point l'État avec un grand E, de ces services publics, n'est pas ou n'est plus l'État social cher à notre cœur. En témoignent ces politiques de rigueur, de tri, de contrôle, parfois même de criminalisation des usagers et usagères, aujourd'hui de plus en plus mises en place. Est-ce que la question du sens du travail public, au sens d'un travail pour l'État, pour cet État-là, pour l'État des parcs de la ville de New York, du workfare, de la contrepartie, est-ce que cette question-là, elle ne devrait pas être repensée aussi collectivement depuis les services publics ? Non pas tant sous l'angle individuel de l'engagement dans son travail ou l'utilité sociale du travail, comme c'est peut-être trop souvent le cas, mais bien sous l'angle collectif et politique et matériel du pouvoir des travailleuses publiques sur la valeur de leur travail, à la fois sa répartition mais aussi sa définition. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour se réapproprier les valeurs et la valeur de notre travail d'intérêt général aujourd'hui ? Merci. Merci beaucoup Maude. Et donc on va passer de la parole à Claire Lemercier, qui est directrice de recherche aussi au CNRS, mais cette fois en histoire, qui va nous conclure cette série de cartes blanches en nous parlant de démocratie, avec un point d'interrogation. Oui, ce qu'on dénonce dans ces différentes cartes blanches, vous l'avez compris, c'est le produit d'une trentaine d'années de ce qui est appelé des réformes, ou qu'on peut appeler des attaques, des services publics qui ont été faites au nom de l'efficacité. Mais elles ont été faites aussi, et notamment au départ, en lien avec des associations d'usagers, en lutte contre ce qui était appelé la verticalité de l'administration, contre une idée de bureaucrate gris, interchangeable, inflexible. Bon, mais en pratique, on le sait, ces réformes, elles ont plutôt multiplié des situations où les agents et agentes publics travaillent pour l'indicateur, qui est tout aussi gris et inflexible, et un indicateur qui a rarement été choisi en écoutant les besoins de la population. Pour ne prendre qu'un exemple extrême, ces réformes, elles ont mené à la dématérialisation, on l'a évoqué, qui a été décidée d'en haut, avec des interfaces généralement conçues sans consulter les agents et agentes de terrain, et encore moins les usagers et usagères. Donc la dématérialisation, ce n'est pas juste un problème d'accès, même s'il est majeur, c'est aussi un problème de démocratie. Sa conception n'est pas démocratique, ses effets ne sont pas démocratiques, parce qu'elle crée de la segmentation. La démarche en ligne pour les uns, le France Service avec les services civiques, si tout va bien, pour les autres. Cette segmentation, en fait, la sociologue Yasmine Ciblot l'a trouvée déjà dans un rapport de 2000 qui parlait de consulter les usagers, leur satisfaction. Et elle montrait que dans ce rapport, l'usager dont on se préoccupe de la satisfaction, c'est défini comme le citoyen tout public, consommateur de services administratifs. Par opposition à qui ? Par opposition à les populations en grande difficulté. Elles, on les traite différemment, mais en tout cas, on ne les consulte pas. Et ça s'est poursuivi depuis, on fait des files d'attente séparées, on élimine avec la dématérialisation les lieux où des publics différents se croisaient. La poste, la gare, la CAF. On propose finalement des services de riches aux riches, des services de pauvres aux pauvres. Et après, donc on fait comme du marketing, et après, on critique les usagers pour ce qu'on appelle leur consumérisme. Et pourtant, dans le même temps, les mêmes parlent de démocratie participative, y compris pour ces fameuses populations en grande difficulté, puisque les services pour les pauvres sont ceux qui sont les plus volontiers délégués à des associations.
par exemple dans le cadre de ce qu'on appelle la politique de la ville. Souvent avec des très bonnes intentions d'ailleurs. Pour prendre un cas qu'a étudié un collègue, une situation où des habitants et habitantes racisés ont d'assez bonnes raisons de ne pas faire confiance aux agents publics, à la police ou au guichet, et on leur propose une association qui offre des réunions pour décider ensemble des priorités de relogement. C'est dans un contexte de rénovation urbaine. Ça a l'air sympa, c'est une association avec des personnes du quartier racisées, on discute. Sauf que quand on va y voir de plus près, ce n'est pas cette association toute seule qui peut refabriquer de l'intérêt général. D'abord parce qu'elle ne fabrique pas l'offre de relogement, qui est de toute façon tellement limitée et segmentée qu'au final, ce que l'association se retrouve surtout à faire, c'est rendre acceptables les offres qui vont devoir être acceptées. Et puis, cette association, c'est quelques personnes en fait, et c'est des êtres humains, elles ont leur tête. Du coup, il y a une bonne partie de la population du quartier qui ne va pas aux réunions et qui se retrouve exclue des discussions sur le relogement. C'est juste un cas particulier, bien sûr, mais il est assez exemplaire du fait qu'il ne suffit pas de décréter qu'on fait de la démocratie participative, qu'on soit une municipalité, une association, une coopérative, une mutuelle, pour que ça marche. Pour qu'il s'en dégage quelque chose comme des besoins de la population en général, ce qui serait pour moi peut-être une définition de l'intérêt général qui pourrait être la boussole des services publics. Parce que même quand on l'a fait en toute bonne foi, cette tentative de démocratie participative, il y a des effets bien connus qui font que les personnes qui participent vraiment, c'est en gros les mêmes personnes qui votaient de toute façon dans la démocratie classique. Les personnes qui ont du temps, les personnes qui ont encore de l'énergie à la fin de la journée, les personnes qui se disent pas c'est pas pour moi, et on dit moins souvent, mais celles qui savent formuler leurs problèmes personnels dans le langage qui va bien de l'intérêt général, d'emblée. Donc il y a des gens qui n'y vont pas, qui disent à quoi bon, et qui n'ont pas toujours tort d'ailleurs, parce que parfois on les consulte seulement quand le projet est déjà dessiné, pour ne pas dire déjà décidé. Alors que si on veut construire démocratiquement l'intérêt général, c'est les besoins de la population qu'on devrait essayer de saisir, pas juste ses réactions. Et c'est un peu plus compliqué. Alors je ne dis pas ça pour dire qu'il faut arrêter d'essayer la démocratie participative, mais pour dire qu'il faut se poser 2-3 questions si on veut donc des services publics qui répondent aux besoins de toute la population, et si on veut même des services publics qui, soyons fous, qui contribuent à la santé de la démocratie, en maintenant justement cette idée d'intérêt général, d'universalité, de non-segmentation. Si on veut ça, il faut se poser 2-3 questions sur comment entendre la population, pas juste celle qui parle fort et pas juste celle qui parle spontanément le langage de ses dirigeants. Il faut se demander comment prendre en compte les besoins des personnes sans droit de vote, par exemple, ou même de la nature. Mais aussi, tout bêtement, les besoins des personnes qui veulent surtout en fait, qu'on les laisse tranquilles, qu'on les laisse vivre leur vie privée et qui n'ont pas envie de passer leur vie dans la politique. Alors pour finir sur une note plus positive, comme j'ai la dernière carte blanche, on peut aussi se dire que se poser cette question de la démocratie, de l'universalité, c'est aller dans une direction où on peut voir des complémentarités positives entre fonction publique, secteur public d'un côté et association, secteur non lucratif de l'autre. On peut facilement trouver des cas où ce sont des associations qui ont été pionnières sur des choses plus participatives, sur les pédagogies actives à l'école, sur des soins de santé mentale moins coercitifs, par exemple. Et ensuite, c'est le fait que ces pratiques pionnières aient été adoptées par le secteur public qui a permis qu'elles soient proposées à plus de gens et pour moins cher. Et on n'a pas seulement la complémentarité pionnier versus suiveur. On peut aussi penser à des infrastructures qui sont plus solides et plus démocratiques, parce qu'elles ont à la fois une composante publique et une composante associative. Là-dessus, j'ai mon petit exemple favori, qui je pense n'amuse que moi, mais on me laisse le dire à chaque fois, c'est la cartographie. Alors pas Google Maps ou Waze, qui vous dit surtout quelle est la pizzeria qui a payé pour avoir sa pub, mais en France, on a l'Institut géographique national, qui est un peu dans le rôle là, du bureaucrate gris de tout à l'heure. C'est très vertical, c'est très uniforme, c'est très des experts. L'avantage, c'est qu'ils ont la capacité de couvrir tout le territoire selon des mêmes principes scientifiques, y compris des coins qui, a priori, n'intéressent personne. Ça peut servir. Et à côté, on a OpenStreetMap, qui est donc une association à but non lucratif qui propose un outil de cartographie coopérative. Alors, ça couvre pas tout partout, parce que pour le coup, ça repose sur des bénévoles avec des compétences, du temps et l'envie.
Mais ça fait des choses, OpenStreetMap, que l'IGN ne fera jamais, comme de la cartographie humanitaire d'urgence ou des cartes de ZAD pour les zadistes. À l'arrivée, avec les deux, on a quelque chose qui ressemble à couvrir les besoins de tous et toutes, sans pour autant segmenter les publics en leur laissant la possibilité de se croiser. Alors voilà, je vous ai donné mon petit exemple, et du coup, vous avez une petite question pour la table ronde, si vous voulez. Comment, dans le cadre de ce que vous connaissez, vous voyez une possibilité de construire démocratiquement de l'intérêt général sans que ça tourne SVP à l'injonction à participer, qui ne marchera toujours que sur les mêmes. Merci beaucoup Claire, merci beaucoup à toutes les quatre. Je vous propose qu'on les réapplaudisse et qu'on en profite pour inviter nos 5 intervenantes et intervenants suivants. Donc Éric Chenu, président de la Fédération nationale de la mutualité française, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, Benoît Hamon, président d'ESS France, Claire Toury, présidente du mouvement associatif, et Jocelyne Cabanal, secrétaire nationale de la CFDT. Merci de les accueillir. Bien, merci encore à toutes et à tous d'être présents et d'avoir accepté notre invitation. Vous l'avez vu avec ces cartes blanches où on essaye de se poser des questions de manière un petit peu nouvelle, incisive parfois. D'ailleurs, je remercie encore nos intervenantes précédentes. C'est un portrait d'une réalité en fait qu'on connaît toutes et tous en fait, qui est noueuse, qui est complexe. Et j'imagine que ça va inciter, provoquer des réactions, des discussions. En tout cas, on le souhaite. Comme je disais en introduction, on se dit qu'on est dans un moment où on a besoin d'être particulièrement lucide sur nos forces, nos failles, pour reprendre du terrain. Et du coup, je voudrais vous proposer une discussion en 2 temps. Le premier temps, c'est de revenir sur le diagnostic, les points d'accord, les points de désaccord. C'est aussi important de pouvoir se le dire lucidement. Potentiellement, d'ailleurs, ça pourra faire réagir derrière la salle. De nouveau, les cartes blanches, la discussion est ouverte. Et puis ensuite, peut-être que d'essayer de s'interroger sur des perspectives. Est-ce que tout ça, ça nous incite à faire différemment, faire mieux, faire nouvellement? Peut-être que ça nécessitera, j'espère, de mettre de temps en temps notre casquette institutionnelle un petit peu de côté. En tout cas, collectivement, on le souhaite et je pense que c'est une partie une forme de nécessité pour une discussion tout à fait productive. Et je vais par ailleurs avoir la charge lourde de faire respecter le timing, puisque nous avons commencé un petit peu en retard. Et donc, je vous demanderai, si vous voulez bien, de faire des interventions un petit peu ramassées, comme ça on a le temps d'avoir un échange avec la salle. Merci encore. Et peut-être que pour commencer, la première question serait pour toi, Benoît, si tu en es d'accord. Comment ? J'ai changé par rapport à mon papier, absolument, c'est les joies de l'improvisation. En ce qui concerne le diagnostic, donc l'ensemble du tableau dressé par les cartes blanches, je crois, dessine des contours d'attaque un petit peu systémiques sur notre modèle démocratique, notre modèle de société. Est-ce que cette question qu'est-ce que ça peut nous dire en creux sur ce qui ferait un modèle de société alternatif, sur ce qui peut nous rassembler, nous, aujourd'hui, dans cette salle? Est-ce qu'on peut dresser des caractéristiques de ce que seraient 2 projets, s'il y en a 2, l'un face à l'autre? Oui. Bonjour d'abord, bonsoir. Alors je vais le faire de manière très brève, mais Arnaud, vous m'invitez à sortir de la casquette institutionnelle. Je vais quand même partir de
de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire du secteur privé non lucratif, démocratique. Bon. Pour vous dire comment moi je vois les choses, parce que le risque serait que nous raisonnions les uns et les autres, coproducteurs de l'intérêt général, les services publics d'un côté, qui auraient une forme de noblesse de l'intérêt général, le secteur associatif et le privé non lucratif, qui serait à choisir, je ne sais pas moi, plus l'initiative citoyenne et qui serait à côté de l'État, qu'on reste sur nos périmètres respectifs et qu'on raisonne hors le temps. Moi, ce que je voudrais commencer par dire, c'est que nous avons des certitudes qui interrogent nos missions respectives et qui interrogent la façon dont on appréhende l'intérêt général. Je dis bien des certitudes dans une période qu'on caractérise comme une période dite d'incertitude. Première certitude, le dérèglement climatique, il est certain. Et il interroge un modèle économique dont on constate une forme d'obsolescence. Je ne dis pas qu'il est fini, mais il y a un capitalisme prédateur des écosystèmes naturels et sociaux dont on peut dire qu'il est obsolète puisqu'il met en cause aujourd'hui l'habitabilité de la planète par l'humanité. Première certitude. Donc, quelle politique publique? Comment produit-on de l'intérêt général, que l'on soit service public ou que l'on soit économie sociale et solidaire, face à cette première certitude? Transition, dirait-on. Deuxième certitude, la transition démographique. On vieillit, il faut qu'on finance nos préférences collectives, en l'occurrence notre protection sociale, et tandis que nous vieillissons, le continent africain passera de 800 millions d'habitants à 2,5 milliards en 2050, et selon les projections de la Direction des populations des Nations Unies, peut-être au-delà de 4 milliards en 2100. Ce qui veut donc dire que la question du changement d'échelle des migrations internationales va se poursuivre. Et là encore, services publics et acteurs de l'économie sociale et solidaire, comment pensons-nous l'entreprise inclusive, le territoire inclusif, la ville inclusive, la nation inclusive, à un moment où tout le monde pose comme une exigence des politiques publiques la nécessité de fermer les frontières et les barrières. Troisième certitude, les transformations radicales du travail, de la connaissance et de l'information liées à la révolution digitale, sur laquelle, alors là, nous donnons l'impression, tous acteurs que nous sommes, de ne produire que très peu d'alternatives, très peu de contrôle et très peu de maîtrise des transformations en cours. Encore que, des alternatives, il en existe. Il en existe notamment dans le champ de l'économie sociale et solidaire, qu'il s'agisse des logiciels, des navigateurs, des manières aujourd'hui de s'appuyer sur des modèles non lucratifs, des fondations, plutôt que des sociétés commerciales. Mais là encore, il me semble que la réflexion que nous devons avoir en commun, elle est moins de savoir quelle répartition des tâches nous faisons au regard de ce que sont nos missions actuelles, que de savoir comment nous embrassons ces transitions. Et puis, dernière certitude, je termine avec ça, c'est la fin de l'hégémonie occidentale sur les affaires du monde. Alors, peut-être qu'on s'éloigne des missions du service public, on peut considérer que ça va encore durer quelque temps. Moi, je suis convaincu que ce siècle verra la fin de cette hégémonie-là, et donc la nécessité de penser les coopérations, terrain sur lequel nous avons, je pense, dans l'économie sociale, quelques expériences, quelques expertises et des capacités à construire des alliances qui soient des alliances internationales. Pourquoi est-ce que je commence par ça? Parce qu'il me semble que la responsabilité qui doit être la nôtre est de savoir comment nous coproduisons l'intérêt général entre le rôle des services publics et les domaines dans lesquels nous souhaitons ou conserver du service public ou conquérir du service public. Et je posais la question à ma voisine Claire Toury, qui parlera tout à l'heure du mouvement associatif. Je lui disais, mais c'est quoi le dernier nouveau service public? Dans quel domaine il y a un nouveau service public dans les 10 dernières années? Et je vois bien des choses dans la petite enfance au niveau local, mais est-ce qu'on peut parler d'un nouveau service public? Donc, est-ce qu'il en faut ou pas? Et comment s'appuyer sur l'initiative citoyenne et faire de l'innovation sociale le point de départ d'une généralisation pour construire du service public? Parce qu'il fut un temps où cette alliance-là, où cette transition entre innovation sociale et service public a existé, quand, depuis les caisses de secours et de prévoyance imaginées dans les ateliers, les usines et les chantiers, nous avons bâti un projet qui fut et qui est devenu la sécurité sociale.
Et donc, il me semble aujourd'hui que c'est autour de ces grandes transitions et à partir de ces certitudes que nous devons essayer d'imaginer l'articulation entre acteurs privés non lucratifs qui concourent à l'intérêt général, donc citoyens qui fabriquent de l'intérêt général, à l'aune des besoins qu'ils estiment ni satisfaits par le secteur public actuel ni par le marché, et services publics au sens de l'expression, à travers leur rôle, de la volonté collective, de nos préférences collectives et démocratiques. Donc voilà ma réponse à votre question, Monsieur Bontemps. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais c'était par ça que je voulais introduire le propos des acteurs de l'économie sociale et solidaire à ce débat. Merci beaucoup. En effet, on part loin, mais je pense que c'est intéressant de commencer par ce tableau d'ensemble. Peut-être que dans le tableau d'ensemble, Sophie Binet, si tu veux bien continuer, dans ce tableau d'ensemble dressé par les cartes blanches, il y a les contours d'attaque un peu systémiques de notre modèle démocratique par, à voir, Benoît disait tout à l'heure, un dérèglement démocratique certain. Est-ce que c'est de ça dont on parle ? Quelle est la place, est-ce que tu partages ce diagnostic et quelle est la place, le rôle du combat pour les services publics, en défense des services publics ou d'ailleurs d'autres choses dans ce contexte de dérèglement ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Il y a quand même un éléphant dans la pièce depuis le début de la soirée, c'est qu'on parle de dérèglement démocratique. Enfin, il y a plein de termes connexes, mais on n'a pas prononcé le mot extrême droite. Le sujet auquel on est confronté aujourd'hui, c'est un grand moment de basculement avec l'extrême droite qui arrive au pouvoir dans de plus en plus de pays du monde et qui est aux portes du pouvoir en France, malgré le miracle qu'on a réussi ensemble le 7 juillet dernier et qui a reposé seulement sur la mobilisation de la société civile et des organisations syndicales. Et dans ce moment de tous les dangers, je pense que la question des services publics est centrale. Et que d'un côté, évidemment, on est dans un moment de tous les dangers, mais le point positif, c'est qu'on est aussi dans un moment de clarification parce qu'on arrive au bout d'une logique avec une nécessité de changer de braquet, sinon on voit que là, le mur est devant nous. Pourquoi est-ce que la question des services publics, elle est centrale dans cette accession qui est en train de se passer dans le fait que l'extrême droite arrive au pouvoir dans de plus en plus de pays du monde ? Parce que l'extrême droite, elle prospère fondamentalement sur le déclassement du travail, le déclassement de nos pays qui n'ont plus d'industrie, qui ne sont plus suffisants en matière industrielle, le déclassement de nos services publics. Sur les services publics, c'est d'abord la question de la désertification, évidemment, on en a beaucoup parlé. C'est ensuite, ça a été évoqué tout à l'heure, la question de l'assistanat, c'est une des thématiques qui est très forte dans la progression de l'extrême droite. Le ras-le-bol fiscal, ce mot a quand même été mis dans le débat par un ministre de l'économie de gauche, c'était déjà un problème en soi, avec l'impression de payer pour les autres, l'impression que quelques-uns payent des services publics pour les autres, puisque de plus en plus, celles et ceux qui en ont les moyens vont dans le privé pour ne pas être obligés de se mélanger et avoir une meilleure qualité de service public face à la paupérisation des services publics. Et donc un recul de la mixité sociale. Or, la mixité sociale, c'est aussi ce qui tient nos sociétés. Et puis le troisième élément qui fait que l'extrême droite, elle prospère sur ce recul des services publics, c'est que nous, comme organisation syndicale, ce qu'on observe avec une grande inquiétude, c'est la progression du vote à l'extrême droite chez les fonctionnaires. Jusque-là, le fait d'être fonctionnaire, ça protégeait du vote pour l'extrême droite, et y compris, il y avait une forme de contradiction aussi dans les valeurs que l'on sert comme fonctionnaire et le vote à l'extrême droite. Et aujourd'hui, on voit que dans ce mouvement de banalisation, de normalisation de l'extrême droite, les fonctionnaires maintenant votent quasiment autant à l'extrême droite que les autres. Et nous, notre analyse comme organisation syndicale, c'est que ce vote s'explique notamment par la question du contenu du travail et des conditions de travail des fonctionnaires avec la progression de la violence. Pourquoi ? Parce que du fait du recul de financement des services publics, s'est installée depuis une grosse dizaine d'années la question de la maltraitance institutionnelle. On nous demande aujourd'hui, soit on nous demande de mal travailler, soit on nous force à mal travailler parce que nous n'avons pas les moyens de bien travailler. Et donc face à la maltraitance institutionnelle, évidemment, il y a des phénomènes de violence de la part des usagers qui n'existaient pas auparavant. Le fait qu'il puisse y avoir par exemple de la violence dans les hôpitaux, ça n'existait jamais auparavant. Maintenant, ça
existe. Du fait de la violence institutionnelle de la prise en charge des personnes privées d'emploi par les agents de Pôle emploi, parce que c'est insupportable la façon dont on traite aujourd'hui les privés d'emploi, avec impossibilité d'avoir des agents au téléphone, une standardisation de la prise en charge, des sanctions, des indemnités qui sont mal calculées, des demandes de remboursement, etc. etc. Le fait de mettre 6 mois pour recevoir ces indemnités. Bref, aujourd'hui, à Pôle emploi, un des sujets, c'est comment protéger les agents sur ces violences des usagers. Je pourrais multiplier les exemples dans les transports, toutes les professions à uniforme. Dans l'éducation nationale. Et donc, cette progression du vote à l'extrême droite des fonctionnaires se fait sur le fossé entre les missions et la capacité à les exercer, avec une forme de démobilisation totale sur je suis là pour la liberté, l'égalité, la fraternité, ça c'est la théorie, mais en pratique c'est impossible à faire. Et donc ça nourrit le vote à l'extrême droite. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que quand l'extrême droite arrive au pouvoir, on le voit aux États-Unis, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle s'attaque aux services publics. La première attaque, c'est contre les services publics. C'est évidemment la question de la préférence nationale, de limiter les services publics à certains. C'est, on le voit aux États-Unis, la mise en place d'un gouvernement oligarchique, ouvertement oligarchique, avec des conflits d'intérêts généralisés pour mettre la puissance publique au service des intérêts privés. Et enfin, c'est un gouvernement qui s'attaque frontalement aux fonctionnaires parce qu'il s'attaque à la démocratie et à l'état de droit et qui remet en cause leur liberté d'expression en général, mais en commençant par leur liberté d'expression et surtout leur capacité à faire primer l'intérêt général, en commençant par les juges bien sûr, mais aussi tous les scientifiques, les enseignantes et les enseignants, pour les mettre au service de missions partisanes au lieu d'être au service de l'intérêt général. Et donc c'est pour ça que les échanges que nous avons ce soir, je pense qu'ils sont capitaux dans la bataille qui s'installe dans le monde et en France. Et la dernière chose, c'est que ce contexte, ce fait qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure des choix face à l'extrême droite, sur la question que vous posiez sur comment travailler ensemble, d'abord service public, économie sociale et solidaire, monde associatif, et puis aussi fonctionnaires, usagers, organisations syndicales, société civile. De fait, on est dans un moment de repolitisation de la société. Je suis désolée de le dire, mais malheureusement, on est à un moment où il faut choisir son camp et où beaucoup d'associations du tiers secteur, etc., sont dit, voilà, nous on fait nos missions, mais on ne se positionne pas sur les questions plus générales. Maintenant, ça ne va plus être possible. C'est de moins en moins possible. Donc ça, c'est l'aspect négatif, mais l'aspect positif, c'est que ça va permettre aussi de retravailler tous ensemble et de sortir d'une forme d'institutionnalisation du mouvement associatif pour se remettre sur justement ces missions militantes. L'intervenante de tout à l'heure, dont j'ai mangé le nom, disait on n'est plus sur un rôle de transformation sociale, on est sur un rôle de réparation de la société à cause du recul des services publics. Et donc il y a besoin de remettre tous et tout ensemble, je pense, toutes celles et ceux que nous représentons dans cette salle, sur cette mission fondamentale de transformation sociale pour empêcher ce basculement du monde. Rien n'est jamais écrit d'avance, on l'a prouvé le 7 juillet, mais plus que jamais, c'est nous qui allons faire la différence. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Benoît nous rappelait des certitudes qu'il a sur des grands changements, dérèglements démocratiques, transformation, transition démographique, transformation du travail notamment. Éric Chenu, il y en a une autre qui existe notamment dans la santé. On en parle de plus en plus et je pense que c'est une bonne chose. On parle de financiarisation du système de santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un problème? Et quelle faille a-t-on laissé s'ouvrir pour que se développe si fortement un secteur privé à but lucratif qu'on appelle des fois financiarisé? Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Oui, effectivement, la financiarisation de la santé
pose un certain nombre de problèmes parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont développés, et ils se sont développés là où les investissements dans les services publics étaient les plus faibles, étaient remis en cause du fait du définancement de la sécurité sociale, du définancement d'un certain nombre de politiques publiques. On a créé des niches, d'une certaine façon, pour que des acteurs investissent et fassent mine d'apporter une réponse, parce que, faute de financement public, on ne pouvait pas les construire autrement. Et donc, on l'a vu sur le développement des crèches, sur ces 10 dernières années, l'essentiel des places de crèches créées dans notre pays ont été des crèches lucratives. Parce qu'en investissement public de départ, ça coûtait en apparence moins cher, même si quand on fait le cumul des dispositifs fiscaux et des constructions sophistiquées, on s'aperçoit qu'au final, ça coûte plus cher. Mais surtout, on a vu avec les ogres aux problématiques de qualité que ça posait. On l'a vu sur les EHPAD, également sur, je reprends un autre livre de Victor Castanet, sur ce que ça a pu donner il y a 3 ans avec le scandale d'Orpea. Mais on peut tirer le fil, on peut regarder ce qui se passe sur un certain nombre de centres de santé, c'est-à-dire qu'il y a des déserts médicaux parce qu'on n'a pas formé suffisamment de médecins, parce qu'on n'a pas formé suffisamment de professionnels de santé, de paramédicaux, qu'on n'a pas su en son temps aménager le territoire en fonction des évolutions de population pour que chacun, parce qu'on est tous contribuables, on est tous assurés sociaux et on a le droit, là où on vit, là où on habite, à un certain nombre, un minimum de services publics. Dans notre pays, on parle régulièrement de la diagonale du vide, parce qu'il y a un certain nombre de territoires où l'accès à ces services, il est de moins en moins effectif, ce qui pose un certain nombre de problématiques. Et donc, des acteurs ont pallié à ça. Alors non seulement c'est un problème parce que c'est à la place de structures publiques ou de structures de l'économie sociale et solidaire, associatives, fondations ou mutuelles, qui développent des réponses non lucratives sur ces territoires. Mais surtout, ces acteurs se positionnent sur les activités les plus lucratives, les plus rémunératrices, et donc désorganisent totalement les chaînes de prise en charge pour l'hôpital public, comme pour les acteurs non lucratifs, qui se retrouvent avec les situations les plus lourdes, les plus complexes, etc., etc. Donc ce qui pose un certain nombre de problématiques. Puis il y a une problématique de fond, éminemment démocratique. À quel moment dans notre pays a-t-on délibéré, débattu et arbitré sur le fait que nos cotisations sociales, nos cotisations fiscales, nos cotisations mutualisées devaient renflouer des fonds de pension étrangers? Soit je n'ai pas été attentif, soit je crois que le débat n'a pas eu lieu. Et c'est quand même ce qui se passe aujourd'hui. Les cliniques privées n'appartiennent plus pour l'essentiel à des médecins qui développent des plateaux techniques pour innover, ce qui se faisait dans les années 70, ce qui posait peu de problèmes. On avait des gens qui gagnaient de l'argent en soignant. Aujourd'hui, c'est des groupes financiers qui investissent dans le soin pour gagner de l'argent. Ce n'est pas la même éthique, ce n'est pas la même déontologie. Et cet argent, qui est financé par nos cotisations, part renflouer des fonds de pension à Miami ou en Australie. C'est un vrai problème de fond qui se pose, qui capte de la valeur au détriment de l'intérêt général et des besoins des assurés sociaux. Donc cet enjeu-là, il est devant nous, c'est un sujet politique. Voilà. Est-ce que ce qui relève de la cohésion sociale, ce qui relève de la protection sociale, doit-il faire partie du marché? Ou est-ce qu'à minima, on peut se dire que si on estime qu'il faut absolument une dualité entre le secteur public, le non lucratif et le lucratif, eh bien, à minima, encadrer le taux d'excédent que ces acteurs peuvent faire. C'est ces sujets qui sont devant nous. Pourquoi c'est important? Parce que pour se soigner dans notre pays, l'an passé, on aura dépensé 315 milliards, ce qui est extrêmement important. Mais sur ces 315 milliards, il y a une partie des dépenses qui ne sont pas des dépenses efficientes,
qui sont des dépenses redondantes, qui sont des dépenses de surfacturation. Et donc, c'est de la captation de la valeur qui se fait au détriment des besoins. Et donc, là aussi, on a un enjeu qui est devant nous. Pourquoi c'est important de le poser dès maintenant? Parce qu'on voit les débats qui peuvent se faire jour sur a-t-on encore les moyens de financer notre modèle social? Nous, on pense qu'on a les moyens de financer notre modèle social, pour autant qu'on dégage les ressources suffisantes pour financer la sécurité sociale, mais aussi qu'on réinterroge la pertinence de tout ce qui est prescrit, parce que tout n'est pas utile. Il faut qu'on travaille davantage sur l'efficience des prescriptions. Il faut qu'on ait le courage de s'attaquer à un certain nombre de surfacturations, de fraudes qui se font jour, qui sont maintenant organisées, y compris depuis l'étranger, au détriment de nos prises en charge. Et puis, dernier élément qui me semble important aussi en termes de sens. La protection sociale, la sécurité sociale, les mutuelles ne sont pas des guichets payeurs qui viennent juste solvabiliser une dépense pour garantir l'accès aux soins. C'est un projet d'émancipation pour couvrir un aléa, un accident de la vie, un pépin de santé, pour permettre à chacun de pouvoir mener sa vie personnelle, familiale, professionnelle, sans craindre un aléa. C'est ça le projet originel. Et aujourd'hui, où on doit faire face à une triple transition, numérique, démographique, écologique, où on va devoir faire face à une augmentation des dépenses excessivement importante parce qu'il y a des innovations, des ruptures thérapeutiques qui vont apporter du mieux pour les patients, qui vont permettre de régler certaines pathologies, mais qui vont coûter très cher. Donc si on ne dégage pas des ressources supplémentaires, si on ne réinterroge pas la pertinence des dépenses actuelles, on ne saura pas y faire face et il faudra faire des choix, faire des tris. Et c'est ce que l'on ne veut pas. Par exemple, je vous pose une question. Dans le cadre de la transition écologique, est-il normal que certains privatisent les gains et que ça soit à la protection sociale de réparer les externalités négatives d'un certain nombre d'activités dont on sait qu'elles sont délétères pour la santé? Merci beaucoup. Je voudrais peut-être, Claire Toury, si tu en es d'accord, revenir un tout petit peu en arrière sur une question que posait Sophie Binet. Sophie disait, on est dans un moment de repolitisation de la société, il faut choisir son camp. J'imagine que dans les associations, c'est un enjeu qui traverse un peu toutes les associations. C'est pas évident que de porter, en tout cas pas toujours évident dans une association de porter une vision politique. Comment le mouvement associatif se positionne là-dedans et par quoi vous êtes tenu? Qu'est-ce que vous essayez de pousser ou de tirer? Bonsoir à toutes et à tous et merci aussi pour l'invitation. Est-ce qu'avant de répondre, je peux dire 2-3 trucs sur ce que j'ai entendu avant? Mais je vais répondre après parce que ça va un peu ensemble. La question que tu posais au départ, Arnaud, c'est est-ce qu'on partage le diagnostic? Oui. Et je crois que globalement, à quelques nuances près, mais elles sont à mon avis essentielles, oui. En gros, on est dans un système qui ne va pas bien. Et on est dans un système qui ne va pas bien, notamment parce qu'on vit, et je partage ce qui vient d'être dit, un lent processus de dépolitisation qui concerne tout le monde et qui est en partie lié à l'affaiblissement des corps intermédiaires aussi. Je pense qu'il faut aussi qu'on se le dise. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, mais c'est aussi ça qui fait qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond et qu'on a fini par accepter, toutes et tous, un certain nombre d'injonctions. On les accepte encore et encore et encore. Et je pense que ce qu'il y a de commun entre les acteurs associatifs, de l'économie sociale et solidaire et une partie du service public, c'est qu'on est sans doute un peu maso. Parce qu'on nous dit, il y a moins d'argent, mais il faut faire quand même. Et on dit d'accord. Et on nous dit, il y a encore moins d'argent, il faut faire quand même. On dit d'accord. Puis on fait une tribune en disant, il y a moins d'argent, c'est quand même difficile. Mais on va faire quand même. Parce qu'il y a des gens. Donc on continue. Etc., etc., etc. Puis on se retrouve un 11 avril à 9h moins le quart, dans une salle surchauffée, avoir envie d'aller boire une bière. Pas moi en ce qui me concerne, parce que j'ai fait la fête hier, donc je préfère boire de l'eau. Mais bon, vous voyez l'ambiance, quoi. C'est un peu ça. Donc une fois qu'on a dit ça, il y a du boulot. Et il faut le dire, donc mettons pas la poussière sous le tapis, on a une responsabilité partagée. En revanche, il me semble que ce qui est absolument essentiel, une fois qu'on s'est dit ça, pour avancer ensemble, c'est qu'on assume qu'il y a quelques nuances. Quelques nuances et parfois quelques contradictions dans ce qu'on veut faire. Alors, dans nos valeurs et dans nos actions,
mais dans les diagnostics qui ont été posés. Toutes les trois, vous avez posé des diagnostics hyper intéressants, enfin toutes les quatre, mais j'ai retenu quelques éléments de contradiction. Marie, vous dites, est-ce que les acteurs associatifs ne sont pas responsables quand ils répondent à des appels à projets qui entraînent de l'exclusion, ou quand ils répondent à des appels à projets tout court parce que ça entraîne des mécanismes de mise en concurrence entre les acteurs? Oui, mais Maud, vous dites, l'emploi associatif, c'est une catastrophe. Et donc les gens sont mal payés et ça ne va pas. Oui, mais si on ne répond pas aux appels à projets, comment on fait pour payer les gens qui sont déjà là? Et puis dans le même temps, Claire, je crois, vous dites, à la fin, il faut aussi, je l'ai noté, c'est très intéressant, il faut prendre en compte les envies des gens. Bah oui, c'est aussi ça, en fait, l'engagement associatif. Et parfois, il y a des gens, même si c'est parfois compliqué à accepter, il y a des gens qui sont très contents et qui ont envie de passer beaucoup d'heures à faire des choses sans être payés. Alors, ils n'ont pas forcément envie de ne pas être payés, mais vous voyez, et vous, c'est ce que j'allais dire, et donc c'est là où on est tous en train de se contredire tout le temps, quoi, finalement. Bon, bref, tout ce que je veux dire, c'est que la nuance, elle est quand même très importante, parce que sinon, à la fin, on se cornérise, et à force de se cornériser, on se retrouve dans cette salle à se dire, en fait, on ne va jamais y arriver, on fait tout mal, et on ne va pas s'en sortir, et je sais que ce n'est pas ce que vous avez dit, mais comme j'ai vécu, il y a quelques jours ici, le discours du Premier ministre, devant le CESE, et que la tonalité, c'était qu'on allait tous se pendre à la fin, je me suis dit qu'il y avait peut-être une fatalité, donc il fallait voilà, sortons avec un petit peu d'optimisme, quand même, tout en étant lucide. Alors par rapport à ce que disait Sophie, moi je partage, on est dans un moment qui est fatidique, et ne pas choisir, c'est choisir. Et je vais vous partager une discussion que j'ai eue avec les membres du mouvement associatif entre les deux tours de l'élection présidentielle. J'avais réuni les présidents des associations membres du mouvement, on avait un petit déjeuner, et puis je leur dis, bon bah qu'est-ce qu'on fait? On a Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. On a passé 5 ans à dire que vraiment la Macronie c'était un problème. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tout se vaut? Est-ce qu'on va accepter qu'est-ce qu'on fait? Et donc on a commencé par se dire ça en se disant de toute façon, il n'y a aucune bonne réponse. Il n'y a aucune bonne réponse. Ne pas s'exprimer, ce n'est pas satisfaisant. Faire un texte un peu général sur les valeurs, ce n'est pas satisfaisant. Appeler à voter Emmanuel Macron, c'est pas satisfaisant. Avec quelle décision vivra-t-on le mieux? Et on a fini par décider collectivement que la décision avec laquelle on vivra le mieux, c'est le fait d'appeler à voter pour Emmanuel Macron, non pas parce qu'on est fan, mais parce qu'à aucun moment, on ne peut mettre un signe égal entre le Rassemblement national et un autre parti politique. Et on a pris cette décision. Et alors par rapport à ce que vous disiez, Sophie, c'est la première fois qu'on le faisait. 5 ans avant, on avait fait un texte un peu général sur les valeurs, c'était la même situation. Mais on n'avait pas pris position. Et puis là, en juin, on a pris position, très fortement. On a fait une tribune qui a été signée par 1400 responsables associatifs pour dire non, jamais on ne vote pour le Rassemblement national. Toutes les alternatives sont meilleures. À tel point qu'on s'est fait attaquer avec Benoît, mardi, à l'Assemblée nationale, par un député RN qui nous a expliqué à Benoît, ESS France et à moi au nom du mouvement associatif qu'en fait on excluait 11 millions de personnes de nos organisations. Ce qu'on ne fait pas non plus. Ce qu'on ne fait pas non plus parce que comme dans le service public, on a plein de bénévoles qui sont aussi maintenant des adhérents ou des électeurs du Rassemblement national. Et donc ça veut dire que pendant longtemps, on considérait que l'engagement était un frein à la montée du RN, et en fait, c'est pas si simple. Et pourquoi? Et on en revient au point de départ. Pourquoi? Parce qu'on reste quand même dans un processus de dépolitisation. Et engagement et politisation, c'est pas la même chose. Et donc moi, la question que j'ai envie de poser ce soir, c'est comment on fait pour repolitiser notre société et comment on fait pour essayer de construire, enfin il me semble que pour le faire, quoi qu'il arrive, il faut réussir à construire un projet enthousiasmant, en assumant qu'on ne sera pas toujours d'accord, en assumant qu'il y a plein d'alternatives qui sont possibles, mais qu'il y en a une qui n'est pas envisageable, c'est celle de voir accéder aux responsabilités, aux plus hautes responsabilités, le Rassemblement national dans 2 ans. Merci beaucoup Claire de nous rajouter des contradictions à celles qu'on a déjà soulevées, et je pense que c'est utile et c'est exactement l'exercice du soir. Jocelyne, il y a eu beaucoup d'interpellations, enfin il y a eu notamment toute une interpellation sur la question du travail dont à ce stade on n'a pas énormément parlé, mais y compris en des sens un peu larges. Je reprends les termes. Il y avait était posée la question de repenser le travail sous l'angle politique et matériel du pouvoir des travailleurs et des travailleuses publiques sur la valeur de leur travail.
Et puis repenser le rapport du monde associatif à la matérialité du travail en tant que syndicat. Bon, peut-être que tu as d'autres choses à dire, y compris d'autres sujets, et j'imagine que tu y reviendras. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une dimension de la politisation que cette question du rapport au travail et de le repenser? Merci beaucoup Arnaud, merci de cette invitation et puis de ce débat qui est vraiment très intéressant. Du coup, c'est assez difficile de passer après tous les autres intervenants parce que j'ai envie de réagir sur à la fois tous les témoignages qu'on a eus dans les cartes blanches et aussi tout ce qui a été dit. Je partage en fait le moment un petit peu stratégique dans lequel on est, avec toutes ces transformations qui sont devant nous, le dérèglement climatique qu'il nous faut prendre en charge, la transformation numérique, la crise sociale et démocratique qu'on est en train de vivre. Et oui, je crois qu'au moment où le Rassemblement national est aux portes du pouvoir, il est impératif qu'on arrive à agir et qu'on arrive à se dire collectivement que c'est une alternative que nous refusons. Donc ça, c'est déjà la première chose que je voulais poser très clairement. Et la CFDT, donc c'est un syndicat de transformation sociale qui part avec le réel, donc pas avec le monde tel que on aimerait parfois qu'il soit, avec le réel et toutes les contradictions que vous avez pu mettre en évidence d'un travail qui parfois fait mal, mais en même temps, nous, quand on va interroger les gens, ils nous donnent des raisons d'espérer, hein, Claire, parce qu'ils aiment leur travail. Et la souffrance qu'ils expriment bien souvent, c'est une souffrance d'une distorsion entre les missions telles qu'ils imaginent qu'ils devraient les rendre, le travail tel qu'ils imaginent qu'ils devraient le faire et la réalité de ce qu'ils peuvent faire. Donc, se poser la question du travail, il nous semble que c'est poser aussi une question d'émancipation des travailleurs et finalement la question de la reconnaissance des personnes dans leur utilité et leur utilité sociale. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Et il nous semble que dans les problématiques de démocratie qu'on rencontre, se pose la question de la démocratie au travail. Alors, bien entendu, dans le secteur privé, on est très clair sur le fait de dire qu'il faut partager le pouvoir très clairement. Mais dans la conception qu'on a de l'intérêt général et du respect qu'on a de la représentation nationale, du pouvoir politique comme étant celui qui peut définir un certain nombre de politiques publiques, la question est plus compliquée dans les fonctions publiques. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il y a plus de souffrance. Parce que nous en sommes convaincus, les fonctionnaires sont ceux qui connaissent le mieux le travail des services publics. Et donc, la question de les priver de tout pouvoir sur leur travail, de les priver de toute capacité de réfléchir sur l'organisation du travail, ça crée, je pense, d'abord des services publics qui ne sont pas tout ce qu'ils pourraient être, et puis ça crée aussi une grande souffrance. Alors, derrière, il y a des forces qui sont à l'œuvre depuis un certain temps. La question du financement des services publics est vraiment quelque chose d'extrêmement prégnant. Mais ce n'est pas le seul sujet, en fait. Je pense que quand on regarde notre modèle social, un modèle social, c'est quoi ? C'est des principes, liberté, égalité, fraternité, nos textes constitutionnels, la Déclaration des droits de l'homme, des choses qui sont vraiment enseignées, auxquelles les gens adhèrent. Et puis, donc, à côté de ces principes, il y a des institutions, la sécurité sociale, l'éducation nationale, et puis il y a des politiques publiques. Et c'est cet ensemble qui fait notre pacte social. Or, en attaquant un petit peu les uns et les autres et en n'ayant pas eu le débat, comme tu le disais, Éric, sur la question des principes, eh bien, on a créé des désajustements. Et du coup, on en arrive presque à avoir des gens qui ne croient plus à ce pacte. Et la contrepartie de ce pacte, c'est les impôts. C'est accepter de cotiser, c'est accepter de financer en fait ces services publics et ce modèle. Donc je pense que c'est assez important de se reposer la question des principes pour qu'on arrive justement à en définir les moyens et le financement. Et je crois que l'intérêt général, il ne faut pas que ça reste théorique. Il faut que l'intérêt général, on arrive à le poser concrètement. Et je vais reprendre un exemple autour de la petite enfance. Il y a des travaux qui ont été faits sur la qualité dans les services publics et la qualité dans la petite enfance. Sauf que cette qualité, elle est définie par qui et par quoi ? Bien entendu, du point de vue de l'enfant, on a envie d'être le mieux possible avec des couches qui sont changées régulièrement, de la bonne nourriture et un développement. Du point de vue du parent, il y a bien sûr tout ça, mais il y a aussi le fait qu'on a besoin de faire garder son enfant.
Du point de vue des entreprises, on aimerait bien qu'il y ait des parents qui puissent travailler tôt le matin, tard le soir, et puis quand on a envie. Et du point de vue de la puissance publique, on a envie qu'on arrive à organiser tout ça. Et je pense que si on était capable de poser la question de la finalité des modes de garde, des moyens qu'on veut y consacrer, et qu'on écoutait les professionnels dans ce qu'ils ont à dire du travail et de ce qu'ils peuvent faire autour des enfants, on arriverait à définir concrètement, par du compromis territorial, au plus près des gens, qui ferait qu'on accepterait de financer et on arriverait à faire vivre nos services publics. Donc je pense vraiment que l'intérêt général, il a des facettes diverses. Très clairement, pour la CFDT, l'État n'est pas le seul détenteur de l'intérêt général. Il est co-construit, c'est pour nous une évidence. Mais cette évidence de co-construction, elle devient très vite difficile quand on passe aux affaires pratiques. Et donc, pour arriver à faire vivre cet intérêt général, il faut qu'on lui donne d'autres formes. Alors, parfois, c'est la délégation de services publics, mais on a besoin de passer un saut qualitatif dans les délégations de services publics. Comment on garantit effectivement qu'il n'y a pas de financiarisation derrière, que ce n'est pas des appels d'offres incessants qui fragilisent les personnes. On a aussi besoin de travailler sur définir de nouveaux services publics, comme le service public de la petite enfance, définir des entre-deux, je pense au SIEG pour le grand âge. Donc je pense qu'il y a des solutions, et du point de vue de la CFDT, je pense qu'on a besoin des citoyens, on a besoin des travailleurs pour arriver à porter et à construire cette parole. Merci beaucoup, Jocelyne. On a, dans ce premier tour de table, beaucoup plus long que ce que... Puisqu'il faut faire son autocritique, je fais la mienne. Je n'ai pas du tout joué mon rôle de tenir le timing. Beaucoup plus long que prévu. On a à la fois enrichi le diagnostic, les reculs. Eric a parlé des reculs territoriaux des services publics. On a parlé de la financiarisation, on a parlé du sentiment d'abandon et de la montée de l'extrême droite. Pour dresser le tableau des reculs, on a défini l'objectif, en tout cas, est beaucoup revenu la question de la repolitisation ou de la politisation et de l'enjeu de réussir à créer de la discussion politique dans la société, au prisme y compris de grands défis qui sont devant nous, démographiques, démocratiques, on l'a dit, d'enjeux sur le travail notamment. Peut-être que avant de laisser la parole à la salle, je voudrais tenter un deuxième tour, très court si on y arrive, en vous posant des questions. Il n'y aura pas de parole de la salle, parce qu'on ne peut pas faire un truc très court. Je voudrais essayer, si vous voulez bien, un tour très court. Puisqu'on a parlé repolitisation, je voudrais essayer de vous interroger sur des modalités et des possibilités. Est-ce que c'est possible d'envisager des modalités différentes? Est-ce que vous arrivez à y répondre en 1 minute? Peut-être que je vais cette fois vraiment être très méchant, parce que c'est ma nature. Sur le timing, peut-être je voudrais poser à Benoît la question de la grève dans l'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est une modalité possible? À Eric, la question de est-ce que la mutualité pourrait s'opposer au déremboursement de soins dans la sécurité sociale? Peut-être... j'ai perdu ma question pour Claire. Je l'ai perdue. Si, Claire, c'était la question que posait Marie tout à l'heure. Est-ce que le mouvement associatif pourrait défendre l'impôt explicitement? Et puis Sophie et Jocelyne, vous posez la question de comment, dans le cadre du travail, avec les organisations syndicales, on reconstruit d'autres modalités de travail avec les associations, avec les acteurs, enfin des solidarités micro-locales. Est-ce que c'est des modalités possibles pour travailler ensemble à reconstruire de la politisation, y compris en partant du travail et en débordant l'espace de travail? Je vous pose toutes ces questions pour que vous ayez le temps d'y réfléchir, vous avez compris. Et du coup, Claire, moi, je défends à fond l'impôt, vraiment. Et je pense, en 1 minute, que le grand problème dans lequel se trouve aujourd'hui le tissu associatif, quand on pense à son financement, c'est que la loi 1901, elle consacre un droit de l'individu,
un droit de l'individu, pardon, si vous plongez dans l'histoire de la loi, c'est très intéressant, c'est comme ça que Waldeck-Rousseau l'a fait voter. Donc on consacre un droit de l'individu, le droit de l'individu est constitutionnalisé en 71, c'est super, à aucun moment on a consacré la place du tissu associatif dans la société. Et ça veut dire qu'à aucun moment on a pensé des modes de financement du tissu associatif qui soient sanctuarisés d'une certaine façon, peu importe nos interlocuteurs politiques. On a beaucoup parlé du RN, mais il y a quelqu'un d'autre qui nous pourrit un peu la vie en ce moment, elle s'appelle Christelle Morancé, et c'est pas qu'une question de Rassemblement National, c'est aussi une question de vision néolibérale, c'est un autre problème, je compare pas, hein, mais à la fin c'est quand même moins d'argent, nettement moins d'argent pour le tissu associatif. Et donc du coup, par rapport à la question que posait Marie, je ne sais pas comment on peut faire, et d'ailleurs si vous avez des idées, je suis vraiment preneuse, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à penser un nouvel impôt, une taxe, je ne sais pas quelle forme ça prendrait, je sais que c'est très impopulaire de le dire, qui permettrait de financer de façon socle le tissu associatif, qui doit être financé aussi par de l'argent public, l'argent privé, pourquoi pas, mais ça ne peut pas être la réponse à la situation financière que le monde associatif connaît aujourd'hui. J'étais courte. Hein. Très bien, merci beaucoup. Des applaudissements nourris pour cette efficacité. Eric, je vois que tu as le micro en main. Est-ce que la mutualité peut s'imposer au déremboursement par la sécurité sociale? Alors il faudra juste bouger un peu la loi, parce qu'aujourd'hui, le contrat responsable et solidaire fait que dès que le gouvernement décide une baisse de remboursement, on a l'obligation de. Mais ça nous arrive d'expliciter les conséquences sur les cotisations, bien sûr, mais aussi de montrer qu'il y a d'autres alternatives. Par exemple, quand le gouvernement a décidé, il y a un peu plus d'un an, de doubler les franchises sur les boîtes de médicaments, on s'y est opposé. Là, ce n'était pas nous qui devions les rembourser, parce que c'était une franchise d'ordre public, donc on ne la rembourse pas. Mais tout simplement parce que c'est une mesure injuste, parce que malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas le choix, ils sont simplement malades, ils ont besoin de médicaments. Et pour faire des économies, pour éviter des prescriptions qui ne sont pas utiles, ça nous semblait plus pertinent d'avoir une approche de santé publique, dans une question du sens, c'est-à-dire où on lance une grande campagne pour éviter l'interaction médicamenteuse, les risques liés au fait de prendre trop de médicaments. Et dans notre pays, on en prend largement trop. Avoir une approche de santé publique, les assurés sociaux sont capables de le comprendre, de l'entendre, parce que c'est leur intérêt. Les professionnels de santé, médecins, infirmières, etc., sont mobilisés là-dessus, les pharmaciens peuvent jouer un rôle, tous les acteurs peuvent retrouver du sens à quelque chose qui est pertinent. Merci. Et juste, aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité de poser ces sujets-là. On a lancé un forum pour parler santé et solidarité avec les jeunes. Ils sont venus, ils sont prêts à débattre de ces questions-là. Ils sont prêts à se questionner et à s'engager sur ces questions-là. Donc oui, nous pouvons repolitiser ces sujets et nous devons les repolitiser. Merci beaucoup. Benoît, en juin dernier, les acteurs de la santé privée à but lucratif ont menacé de faire grève pour obtenir une revalorisation de leurs tarifs. Ils n'ont même pas pu aller jusque-là et on leur a donné leurs tarifs avant qu'ils fassent grève. Est-ce que des mouvements comme ça d'employeurs dans un but d'intérêt général, potentiellement en lien avec des salariés du public ou d'ailleurs, seraient possibles, envisageables dans le secteur de l'ESS? Pourquoi est-ce que ça ne s'est jamais fait? À ma connaissance. Non, mais c'est un sujet qui monte beaucoup. En fait, puisque l'ESS est régulièrement interrogé sur la relation entre les transferts d'argent public et son impact, entre guillemets, un des sujets qui monte, c'est faisons une journée sans bénévolat et sans association un jour, un samedi, et on verra très concrètement si l'ESS n'a pas d'impact sur la vie des gens, dans les activités culturelles, sportives, etc. Donc oui, c'est un sujet qui monte, mais deux manières de repolitiser, puisque la question c'était cela. Dans l'affaire Orpea, il est apparu que les modèles lucratifs sont un facteur de risque pour les personnes âgées en situation de perte d'autonomie. Portons le plaidoyer qui consiste à réserver le champ de la vulnérabilité à des acteurs publics ou à des acteurs privés non lucratifs. Ça fait sens et c'est une manière de repolitiser un débat pour lequel les gens ont des opinions. Puis deuxième chose, nous sommes omniprésents, en tout cas à l'ESS, sur ce kilomètre de l'intérêt général qui a pour partie été quitté
par certains services publics, qui est celui dans les territoires ruraux ou les territoires politiques de la ville, où on trouvera un EHPAD mutualiste, une crèche associative, une recyclerie, une ressourcerie, une épicerie solidaire, un club de sport amateur ou un établissement culturel non lucratif. Ce tissu-là, s'il venait cette année, dans les années à venir, à se déliter ou à être encore plus abîmé qu'il ne l'est, c'est un facteur de désordre incroyable et une manière de politiser ce débat et de rappeler que en économie de guerre, comme le dit le président de la République, puisqu'il parle de cela, un des facteurs de l'unité nationale, ce sont justement les 1001 liens sociaux créés par les activités d'intérêt général entre les citoyens. Fragiliser cela, c'est s'exposer au désordre et à la division, c'est une manière aussi, me semble-t-il, de repolitiser le débat autour de l'importance des activités d'intérêt général quand elles sont portées par des initiatives citoyennes, comme c'est le cas dans l'ESS. Merci beaucoup. Sophie, Jocelyne, peut-être la même question. Quelle peut être, est-ce que au niveau syndical, la question générale est au niveau syndical, local, comment est-ce qu'on travaille la repolitisation? Est-ce que c'est un travail qui est fait? Et est-ce que dans le lien entre, on le travaille beaucoup, nous, côté services publics, les agents des services publics, les associations avec lesquelles on travaille au quotidien, les citoyennes et les citoyens, il n'y a pas là un vecteur de repolitisation important? Est-ce qu'on a des leviers pour le favoriser? Jocelyne. Alors, écoute, si tu prends la question de la repolitisation dans le sens du choix de la gestion de la chose commune et d'un projet commun, et notamment d'opposition au Rassemblement national, oui, la CFDT est engagée, parce que notre slogan, c'est ni neutre, ni partisan, et si on cherche notre indépendance des partis politiques, on n'est pas neutre du tout, justement, en ce qui concerne la gestion de la chose commune. Et depuis quelque temps, donc avec le pacte du pouvoir de vivre, on a créé, en fait, j'allais dire une association, on s'est associé entre acteurs de l'économie sociale, associations, ONG, de l'environnement, syndicats, pour justement arriver à travailler, parfois faire des compromis sur des sujets qui sont difficiles, hein, quand on parle de transition énergétique et qu'on a derrière des enjeux d'emploi, voilà, arriver à faire des compromis, il me semble que c'est extrêmement important. Donc des compromis avec les acteurs qui sont engagés comme nous dans le projet du bien commun, pas de compromis avec ceux qui ont un projet d'extrême droite, très clairement, et arriver par l'éducation populaire, par le travail qu'on fait en proximité des travailleurs, à faire partager ce projet-là. C'est ça le sens que veut pousser la CFDT. Merci beaucoup. Sophie, je ne repose pas la question. Oui, bon, d'abord, en fait, ce qu'on observe, c'est que dans les mobilisations sur le terrain pour défendre les services publics, celles qui fonctionnent, c'est quand il y a une association des usagers, et donc ça, on le fait de très longue date avec les parents d'élèves pour les écoles. Les hôpitaux, c'est quand toute la commune se mobilise pour défendre son hôpital. Ensuite, côté CGT, on a une stratégie, y compris vraiment assumée sur comment est-ce qu'on lutte contre l'extrême droite, c'est d'avoir des coalitions le plus larges possible, et donc sur plein de sujets, et de ne pas fermer ces coalitions, donc de les adapter au sujet. Et le dernier point que je voulais dire, c'est qu'en fait, je pense que l'enjeu, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est que très clairement, dire non ne suffit plus. Parce que juste, on le voit, enfin ça, les digues, elles tombent, ça ne marche plus du tout, ce discours. Les rustines ne sont plus possibles. Et y compris, je me faisais la remarque quand tu disais c'est le néolibéralisme, c'est pas l'extrême droite, c'est un problème, mais c'est pas le même. En fait, de moins en moins. Les planètes sont en train de s'aligner et c'est en train de devenir le même problème. Et donc ça... Le point négatif, c'est que cette internationale d'extrême droite, elle a une force de frappe énorme puisqu'elle s'appuie sur une partie du capital, à commencer par les plus grands milliardaires du monde qui sont au service de ce projet. Mais le point positif, c'est que ça permet des clarifications. En matière de services publics, la clarification, c'est de dire que le mouvement de privatisation n'est pas neutre. Pendant longtemps, on nous a raconté qu'on pouvait faire des délégations de services publics et ça ne changeait rien, on allait mettre des indicateurs et que ça allait être la même chose. Aujourd'hui, on le voit, on a donné l'interrupteur aux États-Unis.
les GAFAM, c'est eux qui ont le bouton. Et donc, ils peuvent... Pourquoi est-ce que l'Europe, elle est si tétanisée comme le lapin dans les phares de la voiture? Parce que, par exemple, ils ont tous le software. Microsoft, ils le détiennent. Donc, et donc, ça veut dire qu'à un moment, laisser des oligopoles privés, c'est un danger pour notre démocratie. Donc, il faut reprendre la main. Pareil en matière de médias. Et puis, on échangeait tout à l'heure avec Benoît Hamon sur la question du mécénat. Le fait que, de plus en plus, des services publics ou des missions de services publics dépendent du mécénat, eh bien, on voit aujourd'hui, avec la politique de Trump sur la question de la diversité, le bouton, il est en train de s'éteindre. Et donc, il y a des entreprises qui ne financent plus des missions pourtant d'intérêt général. Donc, ce mouvement de clarification doit permettre de dire que pour des missions de service public, ça doit être en dehors du champ lucratif pour garantir l'intérêt général. Et c'est comme ça qu'on peut aller à l'offensive pour regagner du terrain. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe rapidement la parole à la salle avec des questions courtes, s'il vous plaît. Il y aura beaucoup de frustration parce que tout le monde ne pourra pas poser une question, mais je ne sais pas si on a des micros qui peuvent tourner. Et si oui, je vois déjà beaucoup de... On en a là, sinon on peut les partager. Je vois déjà pas mal de mains qui se lèvent et on va essayer... Enfin, on va pas essayer, on va faire des interventions paritaires, s'il vous plaît. Merci Sylvain. Là-bas, juste devant toi, là, tout droit, il y a une première intervention. Là aussi. Excusez-moi, du coup, je ne suis pas concentrée. Merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant de vous entendre. Moi, j'ai deux questions, en fait. La première, c'est qu'on parle beaucoup des services publics et derrière de notre modèle social. C'est quelque chose qui s'est construit au fil du temps, mais qui s'est quand même, pour moi, bien cristallisé après la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'en fait, ce modèle social, il est un peu comme notre démocratie. On le tient plus ou moins comme acquis et on n'a pas conscience de à quel point il est en train d'être méthodiquement sapé, et pas seulement par l'extrême droite. Je suis désolée, l'extrême droite n'est pas au pouvoir et ça fait longtemps qu'il est sapé. Et est-ce qu'on n'aurait pas besoin, en fait, de reposer ce sujet-là? C'est-à-dire, c'est quoi notre modèle, le modèle de société? De façon ouverte, ensemble, c'est quoi le modèle de société dans lequel on veut vivre et comment on s'en donne les moyens? Merci. Il y a une question derrière, là, par exemple. Ouais. Pour ma part, j'ai envie de faire une proposition. Parce qu'on se plaint de manquer d'argent pour l'intérêt public. Cependant, je n'ai pas eu un seul moment entendu des propositions concernant les moyens de trouver de l'argent, sinon surimposer et imposer et imposer. Alors là, je crois qu'on est complètement à côté de la plaque de l'expression populaire, alors qu'il y a un moyen extrêmement simple, mais peut-être politiquement orienté, je ne parle pas ni de droite ni de gauche, qui est de lutter contre la corruption, lutter contre le détournement de fonds publics. Parce que, enfin, là, il y a un argent monstrueux, qui est qui échappe au financement de toutes les missions d'intérêt public. Merci beaucoup pour cette question. Je vous propose qu'on en prenne deux autres maximum. Il y a un micro déjà là, voilà, au milieu. Merci. Alors, moi, je vous avais dit qu'on pouvait poser toutes questions, donc, et peut-être qu'on sortirait avec plus d'interrogations que de réponses aujourd'hui. J'ai entendu et j'étais, moi, comme vous, un biberonné à l'intérêt général pendant des années, quand je suis rentré dans la fonction publique. Depuis, j'ai quelques rides, donc ma vision de la fonction publique a aussi évolué. Et je m'interroge maintenant si cette notion d'intérêt général ne devrait pas être remplacée par celle... je vais m'expliquer. L'intérêt général, c'est l'intérêt du plus grand nombre, d'une structure possiblement, alors que l'intérêt du bien commun, c'est de prendre en compte peut-être l'intérêt du plus faible. Voilà. Et donc c'est une autre manière de voir les choses. Si demain, et on a parlé de politique, si demain le plus grand nombre est le Rassemblement national, je ne souhaiterais pas suivre cet intérêt général. Merci beaucoup. Et donc on a une dernière question au fond.
Merci beaucoup. Déjà, merci à tous les intervenants. C'était absolument passionnant. Et merci beaucoup à Sophie Binet, parce qu'à chaque fois que je vous entends parler, je sais pourquoi je paye ma cotisation à la CGT. Je vais poser une question très rapide. Est-ce qu'on pourrait imaginer un modèle de financement des associations du privé vers les assos qui ne soit pas directement sur les projets? C'est-à-dire qu'une des grosses difficultés qui était évoquée, c'est que le privé ne veut pas financer les ETP, donc en fait les salariés, et veut absolument avoir des mesures d'impact qui lui conviennent. Je vous donne un exemple. Quand vous faites un projet sur les femmes, aujourd'hui vous êtes quasiment obligé de passer par LVMH, qui va vous demander de passer par LVMH, qui va vous demander de prendre des photos des personnes que vous avez accompagnées alors qu'elles n'ont pas vraiment envie, qui ne va pas vouloir prendre en charge la garde des enfants alors que c'est vraiment la problématique, et qui va dire faites de la socio-esthétique et puis mettez-leur des concombres sur les yeux parce que vraiment c'est ce dont elles ont besoin. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur le modèle de financement? Est-ce qu'on peut demander un modèle de financement qui soit plus lié au projet associatif de manière générale de l'association et un peu moins au projet que le privé voudrait financer? Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé, on doit vraiment s'arrêter là pour les questions pour pouvoir finir à l'heure, mais on vous proposera de prolonger la discussion après cette conférence. Donc 4 questions, toutes simples évidemment. Quel modèle de société on défend? Comment lutter contre la corruption? Est-ce que un financement hors projet est possible pour les associations? Et au final, on parle d'intérêt général ou de bien commun? Vous avez 3 minutes chacun et chacune. Si vous voulez bien, Jocelyne, je te laisse commencer. Je vais commencer. Effectivement, je pense qu'il faut qu'on réaffirme un modèle social, qu'on réaffirme les principes, qu'on réaffirme nos institutions et qu'on se donne les moyens d'avoir les politiques publiques qui sont cohérentes avec nos principes. Ça me paraît extrêmement important. Et ça veut dire que concrètement, typiquement, quand on arrive à des débats comme le financement de la protection sociale, il ne faut pas parler que de budget, parce qu'on arrive finalement à parler plus de maîtrise de dépenses de santé que de stratégie de santé. Donc arriver à poser le sens, poser les finalités, poser les moyens, de façon à ce qu'on arrive à avoir réellement des politiques publiques conformes à notre modèle social. Et puis, je réagis sur les moyens. Alors, je pense qu'il faut revaloriser l'impôt, qu'il faut travailler sur le consentement à l'impôt, parce que c'est quelque chose de digne et c'est quelque chose qui dépend que de nous. Et il y a eu une vraie fierté des travailleurs à cotiser pour la sécurité sociale. C'est notre chose et je crois qu'il faut vraiment réaffirmer ça. Mais je partage aussi l'idée qu'il faut lutter contre la corruption et le lien corruption attaque démocratique est vraiment très fort. Malheureusement, de nombreux pays le savent. Je pense qu'il y a aussi d'autres sujets à traiter. La question de la financiarisation, c'est aussi quelque part de l'évasion financière. La question des exos de cotisation. Enfin, quand on regarde de façon attentive, bien sûr que sur certains sujets, le vieillissement de la population, l'augmentation du coût des médicaments, on devra probablement financer plus. Et donc, il faut accepter de payer plus collectivement, à condition que ce soit juste. Et donc la question de la justice fiscale, de la justice sociale est vraiment reposée. Et puis pour le reste, faisons aussi des économies d'efficience. Je pense que ce que disait Eric est très clair. Merci beaucoup, Jocelyne. Est-ce que l'une d'entre vous souhaite continuer à réagir? Claire. Sur la question du financement là, des associations, avant de répondre, parce que la réponse est il faut, absolument, mais ce n'est pas forcément les pires. C'est-à-dire que parfois, vous avez des acteurs publics qui vous demandent exactement la même chose. Non mais je le dis parce que franchement, et à l'inverse, vous avez parfois des fondations qui vous financent avec des très gros tickets, vraiment, qui ne vous demandent rien. Quasiment rien. Donc c'était juste pour le mettre avant de poursuivre. Mais oui, en fait c'est possible. Moi je pense que c'est possible. Alors c'est une réponse qui est très insatisfaisante ce que je veux dire, mais on bosse de façon assidue avec l'ADMICAL, le Centre français des fonds et fondations, les acteurs de la philanthropie et le mouvement associatif pour essayer de fixer des règles en fait le plus possible qui soient une charte du mécénat en fait. Donc qu'est-ce qui est acceptable pour les acteurs associatifs, qu'est-ce qui est nécessaire pour les acteurs qui sont en situation de financer, avec une limite quand même, c'est que ça reste des entités qui sont libres,
dans leur manière d'être gérés. Et donc on peut faire plein de cadres avec les têtes de réseau, on n'est pas toujours certain que ce soit approprié derrière. Mais en tout cas, c'est absolument indispensable. Et après, sur la question du modèle de société, je pense que c'est vraiment ça la clé. Pour repolitiser, en fait, repolitiser, c'est aussi accepter le conflit. Et accepter que le conflit, ce soit pas toujours un problème. C'est pas toujours un problème, le conflit. Et là, on en est arrivé à un tel point que on se dit, l'alternative est tellement horrible qu'on va surtout pas conflictualiser le reste parce qu'on a trop peur d'alternative. Mais repolitiser, c'est aussi se dire qu'il y a des moments où on n'est pas d'accord, et c'est pas grave. Et si jamais celles et ceux avec qui je ne suis pas d'accord gagnent, bah ça va m'emmerder, mais c'est pas forcément grave. C'est pas forcément la fin du monde. Alors que là, aujourd'hui, on est dans une situation où l'alternative, l'ennemi, d'une certaine façon, s'il gagne, bah ça peut être vraiment dramatique. Et donc du coup, ça nous met dans des situations qui sont absolument intenables. On est obligé de négocier tout le temps avec de la nuance, justement. Et je trouve que dès lors qu'on négocie avec la nuance, on alimente encore plus la dépolitisation qu'on veut combattre. Merci beaucoup. Sophie, Benoît, Sophie. Ok, sur le débat intérêt général, bien commun, alors j'avoue que pour moi c'est relativement synonyme, il faudrait qu'on en discute plus longtemps. En fait, je pense que fondamentalement, l'extrême droite a un projet contradictoire avec la notion d'intérêt général. On le voit, c'est vraiment intéressant ce qui se passe aux États-Unis. C'est que le projet de Trump, c'est la loi du plus fort, de faire tomber toutes les règles pour la loi du plus fort. Et même plus loin, c'est pour ça que les deux planètes sont en train de s'aligner, c'est que c'est pas la loi du plus fort, mais c'est la loi du plus riche. Et donc, du coup, c'est ça aujourd'hui, l'intérêt général contre la loi du plus riche. C'est le débat, et c'est peut-être le choix de société justement qu'il faut faire, ça peut le résumer. Deuxième point sur la question de la corruption, oui, il y a un chantier majeur avec une corruption en col blanc dont on ne parle pas. Je tiens d'ailleurs à saluer le courage des juges et leur opiniâtreté, évidemment dans le procès de Marine Le Pen, mais aussi dans celui dont on parle beaucoup moins, mais qui est gravissime, celui de Nicolas Sarkozy, avec un parquet qui a mené un travail incroyable pour mener à son terme ce procès qui est extrêmement choquant. Et au-delà, pourquoi est-ce que ça touche notre sujet, la question de la corruption? C'est parce que, notamment avec le projet néolibéral qui est porté par Emmanuel Macron, on a normalisé les conflits d'intérêts en disant que, par principe, un bon fonctionnaire, c'est quelqu'un qui pantoufle et qui fait des allers-retours public-privé. Donc la personne, par exemple, d'Alexis Kohler, oui, elle incarne les conflits d'intérêts au plus haut sommet de l'État, et j'espère que ces choses-là pourront se régler. Donc oui, c'est un enjeu majeur. Et dernier point, pour rebondir sur ce que disait Claire sur la question du conflit, le problème, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, notamment au travail, on parle une novlangue managériale où on n'emploie plus les termes et donc tout le monde dit oui, on est pour l'environnement, oui, enfin tout le monde fait du washing de quelque chose et donc ça empêche d'avoir les vrais débats. Donc effectivement, ça c'est délétère. Mais aussi le deuxième point qui est posé aujourd'hui, c'est quel conflit ? Contrairement à la rhétorique guerrière que veut installer Emmanuel Macron, le danger aujourd'hui pour nos démocraties, c'est pas les chars russes qui vont rouler à Paris. Le danger, c'est pour nos démocraties. Et Poutine, comme Trump, savent que c'est beaucoup moins coûteux. Ils n'ont pas besoin de faire la guerre contre nous. C'est beaucoup moins coûteux de torpiller notre société de l'intérieur par un conflit identitaire. Et donc, le sujet aujourd'hui, c'est de substituer le conflit de classe, le conflit entre de plus en plus une société qui devient une société de rentiers, parce que peut-être je ne suis pas d'accord sur ce point, de l'argent il y en a, et le problème c'est que les rentiers payent de moins en moins et que c'est toujours le monde du travail qui est de plus en plus asphyxié. Donc en tout cas c'est ce conflit-là qu'on porte comme organisation syndicale, le conflit d'intérêts entre celles et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre et les autres, et de l'autre côté de substituer ce conflit-là au conflit identitaire, et c'est ce que l'extrême droite est en train de faire. Et donc, je te laisse la parole à Benoît pour la dernière intervention. Oui, je vais aller sur le terrain intérêt général et bien commun. Je pense qu'il faut éviter... Alors, je ne sais pas, je ne suis pas dans votre tête, donc je vais pas vous prêter des pensées que vous n'avez peut-être pas, mais l'intérêt général, ce n'est pas juste l'expression d'une volonté politique majoritaire. Hein. L'intérêt général, il s'inscrit dans le cadre du préambule de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme, de l'égalité d'accès, l'égalité devant la loi, de la séparation des pouvoirs. Et donc, en soi, c'est une notion qui devrait
nous éviter le pire, sauf évidemment à ce que ces règles soient modifiées par un pouvoir politique qui déciderait de remettre en cause cela. Quand des partis dits républicains remettent par exemple en cause le caractère sacré de l'état de droit, la porte est grande ouverte. Mais beau sujet, j'imagine, de réflexion pour les fonctionnaires qui sont dans cette salle, comme pour les acteurs de l'intérêt général que sont les acteurs de l'ESS. Que faisons-nous si l'extrême droite gouverne? Nous rendons-nous à ces convocations? Ça, c'est pour nous, l'ESS. Là où nous sommes délégataires d'une mission de service public, par exemple l'insertion par l'activité économique ou que sais-je encore, quand on prend en charge un EHPAD, difficile de ne pas dialoguer avec l'administration qu'on a en face, le pouvoir politique le cas échéant, mais là où évidemment il n'y a aucune espèce d'obligation, quelle est la stratégie de plaidoyer? Est-ce qu'on va quand même toquer à la porte du ministre de l'Intérieur Bardella pour essayer de négocier le budget de telle ou telle association dans le cadre du BOP 104 sur l'inclusion? Moi j'ai ma réponse, mais pareil pour les fonctionnaires. Jusqu'où mettons en œuvre l'intérêt général, est-on le garant de l'intérêt général, de ces grands principes, et à quel moment remettons cela en cause? J'imagine que ça doit vous travailler tous les jours aussi, ces sujets-là, mais c'est un beau sujet. Un mot, je suis d'accord sur la corruption, mais ça ne suffira pas à financer toutes les politiques publiques, mais c'est indiscutable qu'aujourd'hui, nous vivons une société qui a restauré les privilèges, et derrière ces privilèges, il y a de la corruption, il y a indiscutablement des gens qui échappent à l'impôt, etc. Et donc, c'est une source de revenus. Mais je veux terminer par... c'est Sophie qui m'a stimulé. Elle a raison sur le procès Sarkozy, quand même. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays, quand même, où on traduit un ancien président de la République ainsi devant la justice, avec une instruction aussi serrée, aussi longue. Et à la fin, quand même, quel spectacle, pardon, je ne veux pas faire trop de politique partisane, mais quel spectacle entre la droite d'hier en procès, parce que sa campagne a été financée par un régime qui était celui de Kadhafi, régime terroriste responsable d'un attentat qui a fait 170 morts, dont 54 de nos compatriotes, la droite d'hier, et la droite d'aujourd'hui qui en appelle à expulser ou déporter toutes les personnes sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui réactive le souvenir de la France coloniale, du Bagne et de Cayenne. Quel incroyable spectacle de la droite française aujourd'hui qui a totalement, elle, en tout cas dans son expression, perdu la boussole de l'intérêt général. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous, à Jocelyne Cabanal, Sophie Binet, Claire Toury, Benoît Hamon, Éric Chenu qui a dû nous quitter un petit peu trop tôt. Deux petits mots. On est rentré, j'ai l'impression, dans cette salle avec, en tout cas, on a posé la question du statut. On ressort avec la question du projet. Je trouve que c'est une évolution de la question et en tout cas, on va la garder. Je remercie d'abord toutes celles et ceux qui ont participé à la réalisation de cette soirée sans qui rien ne serait possible. Donc les cartes blanches qui sont intervenues, Maude, Claire, Marie, Nora, Thomas, Martin, Simon, Renaud, Indati, avec qui on a construit cette conférence. L'ensemble des militantes et militants du collectif Nos Services Publics, je tiens à les nommer, qui ont fait ce travail invisible et qui sont là dans la salle. Sylvain, Claire, Gwendal à la technique, Fiorella, Thomas, Anaïs, Thomas parce qu'il y en a deux, Sophie, Maxime, Traman et Sébastien. Ainsi que évidemment Jules et Margot, les deux salariés et stagiaires du collectif qui ont assuré toute la coordination opérationnelle de l'événement. Je vous propose qu'on les applaudisse toutes et tous. Merci à elle et eux. Et donc, on vous propose, évidemment les discussions vont continuer sous plein de formats. Le printemps des services publics continue dès demain à Marseille. Si vous y êtes, il y a 3 heures autour des services publics, n'hésitez pas. Ici, on n'a eu que 2 heures. Pour les frustrés, il y a de la place. Il y a encore une grosse trentaine d'événements devant nous dans ce printemps des services publics. Et immédiatement, si vous le souhaitez, on propose à celles et ceux que ça intéresse de continuer la soirée autour d'un verre au café Le Wilson. On vous y accompagnera. C'est 2 places du Trocadéro et du 11 novembre. Voilà.